qu'on ait 10 euros par mois ou 10 000 ou 100 000, peu importe, en fait, c'est d'investir sur une très longue période. En fait. Ça, c'est vraiment la base. Et en gros, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, tous les mois, il faut que j'arrive à investir même un petit peu. Alors oui, il y a des mois où quand c'est le mois de décembre, ouais, c'est compliqué, tu as les cadeaux, etc. Donc tu vas forcément moins investir. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, je vais investir tous les mois une somme. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le primordial. Il n'y a pas de règle en fait sur le montant. Ça dépend vraiment de ce que tu es prêt à ce que tu peux investir. Et on est tous différents. Donc ça, il n'y a pas de règle. Bonjour à tous. J'ai un super invité de marque avec qui je vais parler qui s'appelle Johan Lopez. Salut Johan. Salut, salut et merci pour l'invitation. Yes. Alors, la démarche de ce podcast, je te l'explique rapidement. C'est de se dire, je me suis pas forcément, moi, hyper intéressé au patrimoine, à la finance personnelle, parce que je trouve ça hyper chiant et ennuyeux. Et le hasard de la vie m'a amené dans le cadre de ma profession de base, qui est le marketing, à accompagner sur le plan digital des professionnels de l'immobilier à l'international, principalement en Amérique du Nord, qui aident les clients à faire comme eux, c'est-à-dire à enchaîner des acquisitions immobilières de façon stratégique, de sorte que ceux-ci parviennent au bout de quelques années à atteindre une sorte d'autonomie financière quasi radicale. Donc pour moi, en voyant tout cela, j'ai beaucoup appris déjà en près de 3 ans. C'est un écosystème qui est très amusant, marrant et excitant en même temps. De plus, il y a un côté concret, l'immobilier, donc aussi un peu héritage. Euh, on peut casser, refaire, etc. Et il y a ce truc de ma génération. Donc, moi j'ai 29 ans et je pense que c'est assez général aujourd'hui. L'immobilier, c'est de la pierre, ça ne craint rien. Et moi, lorsque je vois un peu les mouvements de ces 18 mois, les 18 derniers mois avant et après Covid dans l'écosystème des actions, plein de monde, des particuliers, donc pas juste des professionnels du domaine, et même des proches qui ont fait des scores incroyables, notamment avec des indices tels que le Bitcoin ou les actions Tesla. Donc, mes fondamentaux sont un petit peu à la ramasse, si je peux me permettre le terme, car quand tout le monde pense pareil, je me dis que ça craint forcément qu'il va se passer quelque chose, tu vois. Winter is coming, en raison pour laquelle je Ouais. me suis dit, je vais aller chercher l'expert en stratégie d'investissement globale, hein, qui va répondre à ces questions, à ce sentiment désagréable que j'ai. Donc, je suis allé chercher Johan Lopez, le fondateur, et comme il aime bien se décrire, le Chief Snow Officer de la newsletter Snowball. Alors, Johan, avant de nous présenter ta newsletter, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu es légitime de parler de ce sujet? Donc, qui es-tu, Johan? Déjà, merci pour l'intro. C'est vrai que ça peut faire peut faire très peur à beaucoup de personnes, l'investissement en ce moment. Donc moi, en gros, si je dois me présenter vite fait, donc fac d'économie, j'ai fait 6 ans, 6 ans, 7 ans d'économie. Ensuite, j'ai atterri dans l'univers des startups chez WeThings, donc plutôt en marketing. Donc j'ai appris sur le tas le marketing. Et voilà, en tâche de fond, j'ai toujours eu cette passion pour économie, finance. Donc c'est un sujet que je suivais de près, mais pour moi personnellement, pas forcément pour comme je fais aujourd'hui, pour le partager aux autres. Et finalement, en plus, voilà, depuis quelques années, il y a quand même une rencontre un peu entre cet univers de la tech et de la finance qui fait que voilà, il y a plein de nouveaux services qui sont en train de voir le jour. Alors, sans parler forcément des crypto-monnaies, mais même dans l'immobilier, tu vois, il y a plein de trucs qui facilitent l'accès aux investissements. Donc, ça m'intéressait aussi beaucoup. Et donc, finalement, au mois de mars 2020, donc juste quelques semaines avant le premier confinement en France,
Du coup, j'ai lancé Snowball un peu comme ça par hasard, donc une newsletter sur les finances perso, parce que j'étais le pote à qui on demandait toujours des conseils, voilà, où est-ce que tu achètes tes actions, comment tu fais pour acheter des cryptos, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le partager en fait avec un public plus large. Et donc voilà, donc j'ai lancé Snowball et puis rapidement ça a pris parce que confinement, les gens se sont intéressés à la bourse, aux investissements, ils avaient plus rien à faire, il y avait de l'épargne qui s'accumulait et donc voilà, donc en gros ce petit side project qui était juste voilà un hobby, mais en fait est devenu mon projet principal et voilà. En gros, j'ai résumé un peu tout. Yes. Je sais quand même que t'as revendu déjà tout ce que tu avais avant de lancer ta newsletter. Tu as revendu tout ce que tu avais comme action pour repartir de zéro et, entre guillemets, peut-être euh, archiver de façon publique ce nouveau side project que tu as lancé. Déjà, tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as revendu tout ce que tu avais. Je crois que c'était principalement des actions Tesla et Apple. Ouais, en fait, c'était assez simple parce que mon portefeuille, on va dire global, alors actions, crypto, etc. Il était devenu déséquilibré parce que du coup j'avais mis, alors c'était pas des sommes gigantesques, hein, mais j'avais mis, Mhm. je sais plus, mais quelques milliers d'euros dans pas mal d'actions et les actions Apple et Tesla sont celles qui avaient pris en fait le plus de taille dans mon portefeuille. Donc je me suis dit à un moment on va essayer de rééquilibrer tout ça. Je vais redistribuer, donc tu vois, j'ai mis un peu plus côté crypto parce que j'y croyais plus. J'ai réinvesti dans d'autres entreprises et du coup, voilà, l'idée c'était de repartir à zéro, d'avoir un truc plus équilibré et pas d'avoir juste deux. De toute façon, oui, tout investisseur sait que la diversification, il y a rien de mieux, donc dépendre que de seulement deux ou trois actifs, c'est en général c'est un peu risqué. Sauf si tu es entrepreneur et en fait ton actif principal c'est ton entreprise et là ça se comprend, tu vois, c'est autre chose. Mais en tout cas, quand tu investis ailleurs, voilà, c'est toujours voilà, il faut toujours surveiller qu'on est bien diversifié. Et donc voilà, c'était essentiellement ça la raison qui m'a poussé à me dire bah en fait je vends tout et je repars de zéro. Mais voilà, ça je vais pas le faire chaque année quoi. C'est que vraiment quand ça, parce que là le but c'est de justement de régulièrement rééquilibrer et de, tu vois, si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si j'ai mon portefeuille de crypto qui s'envole, bah, potentiellement d'en vendre une partie pour aller acheter des actions, de l'immobilier, enfin peu importe. Mais voilà. Yes. Moi, par rapport à ces fondamentaux que j'avais au niveau de l'immobilier, et justement pour faire écho aussi à ce déséquilibre que tu viens de noter, ça voudrait dire concrètement que quelqu'un, même si cette personne a d'excellents résultats sur la pierre, l'immobilier dans le dur, c'est pas pour Mhm. autant qu'elle est entre guillemets à l'abri d'une potentielle crise, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Si on part du Bah oui, de principe toute façon, que c'est principalement l'actif dans lequel elle se déploie, quoi, au même titre qu'un entrepreneur qui a tout mis juste dans son entreprise. ouais. Après, ouais, c'est vrai que tu vois, il y a des investisseurs dans l'immobilier. De toute façon, c'est pareil. Tu vois, imagine que tu es un investisseur dans l'immobilier et en fait, tu as acheté tous tes appartes dans le même quartier, dans la même ville, tu vois. Si demain, je sais pas, il se passe XY, tu as une ligne de chemin de fer qui passe à côté, et donc du coup, en fait, la valeur de tous tes biens va chuter fortement. Euh, Alors que si tu as investi en immobilier, je sais pas moi, dans 5, 6, 7 villes, et qu'en plus tu as diversifié, tu as acheté des propriétés à l'étranger, etc., tu vois, le risque comment dire, de chute de ton portefeuille, il est assez limité parce que tu as parié sur différents marchés, différents secteurs, tu as peut-être du commercial, de la location meublée, enfin voilà, tu vois, je pense que tu peux diversifier et donc limiter les risques. Après, moi, ma vision, elle est, j'ai pas forcément, et après c'est la mienne, et je pense que plein d'investisseurs ont une vision différente. Moi, j'aime bien ne pas dépendre d'un seul actif. Tu vois, quand je parle d'actifs, je pense, voilà, par exemple, ne pas dépendre que des actions ou que des cryptos ou que de l'immobilier, parce que du coup, j'aime bien le fait que
voilà, le secteur de l'immobilier n'est pas forcément corrélé avec le secteur des actions, tu vois. Donc, s'il y a un crack, comme il y a eu en mars 2020, bah, en fait, les actions se sont écroulées, mais le marché de l'immobilier est resté plus ou moins stable. Moi, il y a eu une petite chute, mais après, c'est reparti. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien vraiment diversifier au maximum dans différents actifs. Mais bon, ça reste voilà, ma vision à moi. Ouais. Parfait. On va revenir sur Snowball, sur ta newsletter. Moi, je commence à me mettre un petit peu sur ces investissements dits tradis comme les PEL, l'or papier, l'immobilier papier. Je dois Mhm, dire que c'est pas accessible à tout le monde, c'est assez complexe et comme j'expliquais précédemment, c'est quand même chiant, c'est pas très fun. mhm, Et avec ta newsletter, on retrouve un petit peu, en fait, sans même se rendre compte, on se retrouve en train de rentrer dans cet univers-là. Et je voulais que tu nous dises un petit peu, avant de partir à la base des bases sur quelqu'un qui aimerait se lancer, ou du moins qui commence à s'y intéresser un petit peu comme moi, euh, mhm. euh, la newsletter aujourd'hui, à qui est-ce que ça s'adresse, Snowball? Bah, quand je l'ai lancé, moi, je voulais que ça s'adresse un peu au plus grand nombre. Alors, je voulais pas que ce soit que pour des experts, je voulais pas que ce soit que pour des novices. En fait, je voulais par exemple que bah, quelqu'un comme toi qui s'y connaît peut-être un peu plus en immobilier, en fait, bah, découvre un autre univers, par exemple les cryptos, et qu'en fait, un expert des cryptos arrive à découvrir cet univers de l'immobilier. Donc, j'essaye de parler un peu à tous ces gens-là, donc à la fois des novices. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un nouveau terme qui va sortir, je vais essayer de l'expliquer, de donner des images pour que les personnes arrivent à comprendre facilement qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, donc je dirais que c'est à la fois pour des experts dans un milieu qui veulent s'ouvrir un peu à d'autres milieux, donc à d'autres actifs, mais ça peut être aussi à quelqu'un qui en fait n'a jamais du tout touché à quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que tu vois par exemple, je, j'ai rendu la version gratuite, la version premium gratuite pour les étudiants parce que je me dis qu'en fait eux, c'est un bon moyen d'apprendre tôt et de savoir comment bien gérer, investir son argent très tôt et donc en profiter encore plus quand ils seront plus âgés. Donc voilà, donc je dirais, c'est un peu pour tout le monde. Après, avec le temps, je vais essayer de segmenter. Et Catégoriser. donc, par exemple, je sais pas, d'avoir, ouais, par exemple, une newsletter dédiée aux novices dans la crypto, par exemple, tu vois, vraiment qui n'y connaissent rien. Donc, en gros, celle-là, ce sera vraiment dédié à ces gens-là et potentiellement avoir une newsletter pour les experts dans l'immobilier. Enfin, je sais pas, tu vois que ce sera peut-être pas moi qui l'écrirai même parce que je suis pas forcément un expert en tout. Ça c'est pas mon objectif. Mais voilà. Donc aujourd'hui c'est un peu pour tout le monde. Ok. Et prenons, c'est toujours bien avec des exemples, prenons un petit peu le cas, quelqu'un comme moi, ok, je ne suis pas forcément un initié des actions, disons des actions dites fractionnées. Par Mhm, quoi est-ce que je commence? On part vraiment de zéro. Comment est-ce que, mhm. grâce à ta newsletter, comment est-ce que, quelles sont les premières actions que je dois mettre en place? Bah, je pense que déjà la première action c'est tu vois quand tu investis de l'argent il faut se dire que déjà tu es prêt à le perdre. Ça c'est un peu la base et être prêt à perdre de l'argent, ça veut dire que tu as déjà un peu ce fameux matelas de sécurité, donc en gros de l'argent de côté qui n'est pas investi dans des actions, dans l'immobilier, etc. Si jamais tu as un coup dur demain, que t'aies ce matelas de sécurité. Donc ça pour moi c'est la base, c'est de définir ce matelas et de mettre l'argent de côté du coup. Une fois que ça c'est fait, bah, tu vas pouvoir commencer à investir. Alors de la bourse, des actions, je pense que c'est bien d'avoir un plan parce que c'est très en gros, c'est très psychologique comme univers. Donc, tu peux très vite faire des bêtises parce que, imaginons, je sais pas moi, tout le monde achète l'action, on va dire Tesla, et du coup, en fait, le prix il va décoller. Toi, tu vas te dire, ah, le prix décolle, du coup, il faut absolument que j'en achète. Et en fait, tu vas souvent acheter alors que le prix est très élevé.
Et si demain l'action se crache, ben en fait, tu vas dire oh putain, je suis en train de tout perdre, et en fait tu vas vendre quand le prix de l'action est bas. Donc c'est pour ça qu'en général avoir un plan où en gros tu te dis voilà, j'ai décidé d'investir dans telle action, donc toujours pareil, il faut diversifier. Donc tu vois, je conseille toujours aux personnes d'aller plutôt vers des ETF. Donc, tu vois, c'est des paniers d'actions. On en reparlera peut-être après, mais bon, bref, Mhm. de te dire dans quoi tu vas investir et de te dire, OK, bah, tous les mois, je vais investir la même somme dans ces entreprises-là. Comme ça, en fait, si un jour le prix il est élevé, bah, en fait, c'est pas grave, tu vas quand même acheter. Si demain le prix est plus bas, bah, tu vas quand même acheter. Et donc, sur une période assez longue, tu vois, ça va lisser un peu tes investissements. Donc je dirais que voilà, c'est avoir son matelas de sécurité, savoir combien tu vas pouvoir investir tous les mois, donc dire par exemple, je sais pas moi, 100 euros tous les mois, savoir dans quoi tu veux investir, et à partir de là, bah, de se tenir à ce plan et de le faire très régulièrement. Donc voilà, pour moi, c'est un peu la base. Après, il faut que le portefeuille soit diversifié. Il faut pas investir 100% de son portefeuille que dans des actions tech américaines, par exemple. Mais bon, ça, ouais, ça peut, on rentre dans la complexité du truc. Mais voilà, je dirais, c'est un peu ça les bases, conseils de base. Parfait. T'as parlé de stratégie et moi, ça m'intéresse. Tu as pris justement l'exemple même de la personne dans l'immobilier qui va essayer de diversifier, même si c'est dans l'immobilier, peut-être les zones dans lesquelles elle investit. Est-ce que tu Mhm, peux nous en dire un petit peu plus sur cette stratégie, sur quoi est-ce qu'elle est basée? Parce que ça c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup plus découvert. En tout cas, j'ai découvert ça d'une autre façon dans ton écosystème. Si je te prends peut-être l'exemple de l'immobilier, bah, généralement, ça va être quelqu'un qui essaie, je sais pas, de quitter son emploi pour aller, pour lancer aussi un side project. Et l'immobilier, ça sera juste un outil qui va permettre à cette personne, via le cash flow, ou alors, comme ils disent chez les Nordiques, peut-être le réfinancement. Ils ont un procédé là-bas en Amérique du Nord qui permet en fait de refinancer des actifs, de réutiliser ça peut-être mhm. pour en vivre ou lancer partiellement des side projects. Et dans le cas de ces actions, de ces indices fractionnés, comment est-ce qu'on construit une telle stratégie? Est-ce que c'est un objectif de vie? Est-ce que, j'imagine que bien sûr, les opérations avec les actions, ce ne sont que des outils, mais qui servent à la fin des objectifs qui sont construits par une stratégie dont tu parlais précédemment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ouais, après, je pense que il y a beaucoup de personnes qui, tu vois, par exemple, si tu prends le mouvement FIRE, enfin, qui est pas mal développé en Amérique du Nord, tout ce qui est donc Financial Independence, Retire Early, c'est les gens qui, du coup, se disent qu'ils veulent économiser un max, investir un max pour prendre leur retraite à 30, 35 ans, 40, enfin, ça dépend, peu importe l'âge, mais c'est des gens qui veulent avoir cette indépendance financière. Euh, Moi, je suis pas forcément dans cette optique. Moi, c'est mon objectif, il est plus de dire j'investis aujourd'hui euh, pour m'acheter du temps demain, parce qu'en fait, l'argent que toi t'as investi et qui elle te rapporte aussi de l'argent parce que ça travaille, etc. Bah en fait, c'est peut-être dans 10 ans, bah en fait, je sais pas moi, si j'ai des enfants. Et que je dois payer l'école. Donc plutôt que de travailler un peu plus pour payer l'école, en fait, j'aurais investi. Donc tu vois, c'est du temps gagné parce que j'aurais pas besoin de travailler plus. Donc ça, c'est plutôt la partie objectif. Moi, l'objectif, voilà, c'est gagner du temps dans le futur. J'ai pas forcément un objectif particulier, donc ça, et je pense que t'es pas obligé de l'avoir. Après, ce dont tu parlais sur ce côté, je pense que, alors si j'essaye de recadrer, mais tu parlais un peu de revenus passifs, toi, quand tu parlais de l'immobilier, donc c'est-à-dire avoir des investissements qui vont te rapporter de l'argent. C'est bien ce que tu disais, ouais. Effectivement, ouais. Ouais. Et donc du coup, ouais, dans l'univers de la bourse, enfin ça, tu peux le voir. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se créent des portefeuilles avec que des actions qui rapportent des dividendes. Donc les dividendes, c'est simplement
une entreprise qui va redistribuer une partie de ses profits aux actionnaires. Euh, et donc, tu peux très bien avoir, je sais pas moi, euh, 50 000 actions qui te rapportent 1 euro par action et ça te fait 50 000 euros par an. Tu vois, enfin, j'ai dit au hasard, hein, mais il y a pas mal de personnes qui essayent de se construire des portefeuilles, donc vraiment autour de ces dividendes, et qui vont même pas forcément regarder si l'entreprise va prendre beaucoup de valeur. Tu vois, ils vont vraiment se dire, j'investis un peu comme si c'était un revenu passif, quoi, tout simplement. Alors moi, c'est pas j'utilise pas trop cette stratégie-là. Moi, je suis plus sur l'aspect, j'ai envie que ça prenne de la valeur et si je dois revendre ces actions plus tard, bah, ça me fera un bénéfice, une plus-value que je pourrais réinvestir, je sais pas moi, dans mon entreprise, pour m'acheter une maison, enfin peu importe. Donc voilà, t'as vraiment plein de façons d'aborder l'investissement. Ça peut être un mix des deux, un mix de espérer de faire une plus-value plus avoir ce revenu passif. Euh, donc voilà, tu as plein de façons de voir la chose. Ouais. Et Yohan, toi, tu penses que c'est quelque chose qui... bon, moi, je prends mon cas. Comme je t'ai dit, je commence à m'intéresser sur ces sujets-là. À ces sujets-là, pardon. Mais ça demande quand même, comme tout sujet, ça demande quand même du temps, de l'énergie et d'avoir du fun. Si c'est pas forcément le truc qui te... Et moi, je te cache pas que c'est pas le truc que je kiffe le plus faire. Moi, j'adore plus les montages immobiliers. J'adore tous les défis auxquels nous sommes confrontés à chaque fois avec mes autres collaborateurs pour aller trouver du financement. Et Mhm. mais moi, aller regarder des graphiques comme ça, comment ça monte, ça descend, même si je sais que c'est important, que il faut s'y intéresser, c'est pas le truc qui me chauffe le plus. Est-ce que toi, tu Ouais. penses que c'est quelque chose qui peut se déléguer ou alors, je sais pas, toi, quelle est ton approche par rapport à ça? Déjà, est-ce que toi, tu délègues une partie de tes invests ou alors tu le fais tout par toi-même? Non, non, si je délègue une partie, ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand tu m'avais posé la question justement sur si tu veux commencer à investir en bourse, qu'est-ce que tu fais? Une autre question à se poser, au-delà de combien je vais investir, etc., c'est aussi quelle énergie je suis prêt à y mettre. Tu vois, c'est vraiment savoir est-ce que c'est un truc que t'aimes faire comme moi et du coup en fait tu vas y passer du temps, ou est-ce que c'est comme toi en fait t'as pas forcément envie de passer énormément de temps, et dans les deux cas tu as des solutions pour que ça corresponde à ton profil. Donc si t'as pas forcément voilà, si t'aimes pas forcément la bourse, t'as pas envie d'aller analyser chaque entreprise, etc., bah, tu as des solutions pour justement déléguer. Alors tu en as plusieurs. La première, on va dire, qui est un peu du semi-délégué, on va dire, c'est investir dans des ETF. Donc les ETF, en gros, pour les gens qui connaissent pas et qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est euh, c'est en gros un fonds, une entreprise qui a fait un panier d'actions. Donc en gros, par exemple, tu as un ETF CAC 40. Donc le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc plutôt que toi aller acheter chaque action du CAC 40, mais en fait tu vas acheter un ETF, donc qui en gros est ce panier d'actions. Donc plutôt que d'acheter une action LVMH, une action Orange, etc., tu vas acheter l'ETF CAC 40 qui comprend ces 40 actions. Donc en gros tu diversifies automatiquement et très rapidement. Et ensuite, donc ça c'est la version semi-automatique. Et ensuite tu peux utiliser ce qu'on appelle des services de robots advisors. Donc, il y en a pas mal en Europe, il y en a en France. En France, tu as Yomoni, Nalo, etc., qui sont en gros des, euh, des plateformes en ligne qui, du coup, ça peut prendre la forme d'une assurance vie ou d'un PEA en France. Donc, en gros, une assurance vie ou un PEA, ça permet aussi d'investir en bourse. C'est juste une enveloppe fiscale qui va te permettre d'avoir des avantages. Et donc, par exemple, tu peux ouvrir une assurance vie avec Yomoni qui va investir dans des ETF américains, asiatiques, monde, etc. Et toi, ce que tu as à faire, tu as juste à définir quel est ton quel est ton niveau de risque que tu as envie de prendre. Est-ce que tu es quelqu'un qui est jeune, donc là, tu peux prendre plus de risques? Est-ce que tu approches de la retraite, donc tu vas prendre moins de risques? Et ensuite, bah, tu peux programmer des investissements tous les mois. Donc, dire, je verse tous les mois 100 euros
sur cette assurance vie. Et en gros, c'est ce robot advisor qui va gérer ton argent. Et toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à programmer tes virements tous les mois. Donc ouais, tu as des solutions pour passer le moins de temps possible sur cette partie investissement en bourse et qui te permet bah, d'être exposé à ces actifs en passant vraiment littéralement 30 secondes par mois, quoi. Yes. Donc, si je comprends bien, tu leur confies ton argent et c'est eux qui décident en Ouais. fait de comment est-ce qu'ils vont déjà constituer le panier d'investissement Mhm. et aussi et ça c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que quelqu'un, je sais pas, un étudiant, je sais pas, qui peut épargner 50 100 balles par mois, parce que généralement c'est pas plutôt pour des gros, des gens qui ont déjà quand même une épargne conséquente. Pour le cas Non, de non, Nalo, je alors sais que c'est plus du goal-based investment, un truc du genre, si je ne ouais. m'abuse. Ouais, bah en gros, ouais, ce que Nalo, en gros, c'est une assurance vie classique, mais ils ont une approche un peu différente où, en gros, tu te définis des objectifs et du coup, tu épargnes dans ces sortes de poches, enfin des sortes de coffres qui sont pour chaque objectif. Mhm. Mais par exemple, ça dépend des assurances vie, des robots advisors. Par exemple, je crois que Yomoni, le montant minimum pour ouvrir ton assurance vie, je crois que tu dois mettre 1000 euros au début et puis après, c'est comme tu veux tous les mois. Ça peut être 50 euros par mois, 100 euros par mois, etc. Mais il faut une première somme. Et tu en as d'autres. Nalo, je crois que c'est un peu moins. Tu peux commencer avec moins, mais je suis pas sûr. Mais donc, il faut vérifier pour chaque assurance vie quel est le montant minimum au départ. Mais après, en général, pour tous les mois, là, t'as pas forcément c'est pas des grosses sommes. Je crois que c'est à partir de 50 euros. En dessous de 50 euros, je pense pas que t'en trouves. Mais, euh, mais voilà. Ok, ouais, c'est intéressant cette approche-là. Donc, du coup, c'est possible pour quelqu'un qui n'a pas forcément le temps ou qui ne veut pas forcément allouer, je sais pas, la moitié de son temps dessus, d'utiliser ces leviers-là. Et, Mhm. mais est-ce qu'il y en a qui utilisent ces leviers-là parce que ben, ils peuvent pas, ils ont 24 heures comme tout le monde. Ils utilisent non seulement ces leviers-là, mais en plus de cela, eux-mêmes, ils vont aller suivre leurs propres investissements pour aller capitaliser sur le maximum de... Ouais, ouais, bah carrément. Bah moi, c'est un peu ce que je fais. Tu vois, j'ai à la fois une assurance vie. Enfin, j'en ai même deux. Que bah du coup là, je délègue et je me dis en fait, voilà, je leur confie mon argent et je leur fais confiance. J'ai une partie bah, du coup que je choisis parce que moi, je trouve ça au-delà au-delà de l'aspect financier où je me dis potentiellement je peux générer plus de revenus, enfin plus de retour sur investissement. Ce qui en général n'est pas le cas, c'est prouvé que le fait de choisir ses actions, en fait, euh, sur du long terme, c'est moins efficace que de justement investir dans des ETF, tu vois, hyper diversifiés. Il y a très 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 peu comment dire, de gestionnaires de fonds qui arrivent à faire mieux que les indices, donc mieux que le CAC 40 ou mieux que le S&P 500 aux États-Unis, qui est les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Mais moi, je trouve ça fun et donc je le fais aussi pour ce côté loisir entre guillemets. Et donc il y en a pas mal d'investisseurs qui allient un peu ce côté délégué, passer par des robots advisors ou des ETF, etc. Et aussi aller investir un peu d'argent dans des boîtes dans lesquelles ils croient pour x y raison. Euh, donc ouais, forcément les deux sont complémentaires et il y en a plein qui le font. Ouais. Nice. Euh, pour comment est-ce que toi tu définis, du moins pour revenir toujours sur l'exemple de départ, ok, je vais me lancer, je sais plus ou moins à quoi est-ce qu'il faut faire attention, ne pas mettre ses œufs tous ses œufs dans un même panier, Mhm. diversifier au max. Maintenant, comment est-ce que je définis la mise de départ? Comment est-ce que je sais pas, est-ce que tu aurais des principes comme ça pour dire, ok, si tu as, par exemple, 2000 balles l'année pour quelqu'un qui est au SMIC, bah, et que tu te lances, tu pourrais définir, par exemple, X% de ton revenu que tu vas
potentiellement investir sur ces leviers-là, comment est-ce qu'on Mmh. on définit? Est-ce qu'il y a des règles, des principes, des trucs auxquels il faut faire absolument attention? Bah, déjà le 1er principe qu'il faut et je pense que c'est vraiment le plus important de tous, qu'on ait, 10 € par mois ou 10 000 ou 100 000, peu importe, c'est en fait, c'est d'investir sur une très longue période, en fait. Ça, c'est vraiment la base et en gros, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, tous les mois, il faut que j'arrive à investir, même un petit peu. Alors oui, il y a des mois où en gros, je sais pas moi, quand c'est le mois de décembre, ouais, c'est compliqué, tu as les cadeaux et cetera, donc tu vas forcément moins investir, mais l'idée, c'est de se dire: «OK, je vais investir tous les mois, une somme». Donc pour moi, ça, c'est vraiment le primordial. Après il y a pas de règle en fait sur le montant, ça dépend vraiment de ce que tu es prêt à ce que tu peux investir et on sait tous qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, on n'a pas tous le même métier et on est tous différents donc ça, il y a pas de règle, il y a pas une Il y a pas règle qui dit: «Il faut il y a pas des investir ratios comme 20%». ça que, ouais, du genre, peut-être sur ton épargne, peut-être, ne jamais aller au-delà de, je sais pas, X pour cent. Je sais pas, il y a Bah, pas des principes, des fondamentaux ou non, là, franchement, c'est ce que tu peux et le plus, le mieux, hein, on va dire, ça, c'est comme tout. Mais le seul principe aussi fondamental, c'est plus sur le matelas de sécurité, tu vois, c'est de se dire, selon ta situation, d'avoir, alors certains, ils disent qu'il faut avoir 3 mois d'avance. En gros, imagine, tu perds ton boulot, tu plus de rentrée d'argent, mmh, hem, il te faut au moins, entre 3 et 6 mois d'avance, de se dire: «OK, comme ça, j'ai 3 mois pour retrouver un boulot ou 6 mois», enfin, ça dépend vraiment un peu de ta situation. Mais après sur la partie investissement, tu forcément des fois, tu vas trouver des règles, mais pour moi, en vrai, il faut vraiment l'adapter à toi et il faut te sentir à l'aise avec ça. C'est pour ça, tu vois, moi, quand j'étais jeune, bah, j'investissais, 20 balles par mois ou 30, et voilà quoi, c'était vraiment que dalle, hein et pourtant après, tu vois, au bout de 6 7 ans, bah, ces 20 € par mois, bah, ça se transforme en 10 000, 15 000, 20 000 et voilà. Donc c'est plus la régularité, la discipline qui pour moi est, le principe fondamental, en fait. est-ce que tu investis en immobilier, dans la pierre, dans le dur? Ouais, j'ai acheté un petit immeuble de rapport avec des amis, à Fréjus. Alors moi, j'avais déjà acheté un studio à Paris, à l'époque où Airbnb, c'était un peu moins galère qu'aujourd'hui, que j'ai revendu, mais du coup, enfin voilà, c'était cool. Et là, on a acheté un petit immeuble, enfin voilà, il doit faire 250 mètres carrés. Il y a 5 ou 6 appartes. Donc c'est à Fréjus, dans le sud-est de la France. Et, euh, et voilà, on est trois. On a fait une SCI, et voilà. Et comment est-ce que toi tu gères ça? Est-ce que c'est quelque chose où tu vas aller mettre ton temps dessus ou tu es juste comme un apporteur financier et tu as délégué ça peut-être à tes autres co-investisseurs, peut-être pour avoir plus de temps pour ton business, pour Snowball? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, ben en fait, on s'est un peu réparti les tâches. Du coup, vu que moi je suis à Paris, mes deux autres associés, enfin, il y en a un à Marseille et un autre à Aix-en-Provence, donc ils sont plus proches de Fréjus. Il y en a un des trois qui voilà, et lui, il est plutôt designer et il a déjà bossé dans des boîtes de rénovation et tout, donc c'est lui qui a géré toute la partie chantier. Donc ça, c'est lui qui a fait tout ça. Moi, je gère plutôt la partie finance, on va dire. Donc, Le donc tout montage? ça, tu vois, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est un peu moi qui m'en suis occupé et qui continue à m'en occuper assez régulièrement. Et l'idée, c'est de se dire, une fois qu'on a ce premier immeuble qui tourne un peu, on arrive à générer voilà un cash flow positif, ce qui va se faire assez rapidement. C'est de se dire bah, potentiellement acheter un second immeuble et là tu vois on va déléguer quasiment tout quoi petit à petit plus on va grandir. Mais là on voulait sur ce premier immeuble on voulait vraiment un peu crash tester le truc, voir qu'est-ce que c'est de gérer les travaux, qu'est-ce que c'est de mettre en location les appartements nous-mêmes pour ensuite bah, du coup déléguer plus sereinement et ne pas se faire avoir aussi sur les trucs, tu vois. Mm, Euh, mm. donc voilà, ça c'est le but, c'est du coup dans les prochains, bah, du coup là de déléguer. Ouais. Ok.
Donc, on va revenir un petit peu sur Snowball. Tu nous Mmh. as décrit rapidement ce que c'était. Il y a une application aussi, si je ne m'abuse. Ouais, c'est une application, c'est plus une application, compagnon, tu vois? Là, tu peux accéder à chaque semaine, je vais essayer de creuser un peu une entreprise, donc tu peux accéder à ces entreprises, tu peux voir mon portefeuille, d'actions à moi perso, en direct, donc ouais, tu as pas mal de petits trucs, mais ouais, c'est pas l'application sur lequel tu vas tout trouver, c'est plus, voilà, un truc en plus, du contenu en plus, on va dire. Ok. Et du coup, tu peux nous partager, c'est quoi la suite pour Snowball? Est-ce qu'il y a des trucs extra qui arrivent au-delà du contenu que tu partages régulièrement via la newsletter? Ouais, bah, déjà, moi, ouais, en gros, il y a 3 trucs, pour moi, il y a 3 piliers, autour de Snowball que j'ai envie de développer. Donc c'est la partie plutôt, éducation, contenu. Bon, ça, c'est ce que j'ai déjà commencé. La deuxième, c'est plus la partie conseil parce que, trouver l'information sur internet, c'est assez facile. Voilà, enfin, pas que sur Snowball, hein, tu peux en trouver partout, toi sur ta Mhm. chaîne, et cetera. On va trouver de l'info et c'est génial. Mais des fois, tu as voilà, t'as des questions un peu particulières sur un sujet, qui est plus, lié à ta situation. Donc, tu vas devoir demander conseil à un expert. Donc ça, c'est un peu la deuxième offre que j'aimerais tester avec Snowball, c'est potentiellement pouvoir poser une question à un expert crypto, un expert fiscaliste, un expert immobilier. Et donc tu lui poses une question, tu as une réponse dans les 2 heures directement sur l'application Snowball, donc une future application. Euh, et pour moi, le troisième pilier, Mais c'est pas réglementé c'est ça. plus. Généralement, t'es pas obligé quand même de parler à quelqu'un qui a entre, je sais pas, son, une sorte de cachet ou une licence comme Ouais, des, 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 c'est des- si. des experts en patrimoine. Ouais, ouais, si. C'est pour ça que là, je suis en train de. Là, c'est quasiment fait, tu vois. J'ai eu ma certification AMF, donc l'autorité des marchés Ah, financiers. ok. Snowball est en train de devenir. Enfin, l'entreprise Snowball va être CIF. Donc, CIF, c'est conseiller en investissement financier. Mhm. Et ensuite, moi, je travaillerai avec des experts. Qui seront eux aussi certifiés. Donc oui, tout sera dans le cadre réglementaire comme il faut. Il y aura pas de, ce sera toujours hyper transparent. Et sur la troisième et du coup le troisième pilier dont je parlais, là c'est plus bah du coup intégrer carrément des outils pour investir. Donc potentiellement demain sur Snowball, bah tu pourras, je sais pas moi, acheter des actions, ouvrir une assurance vie, et en fait, avoir un peu tous ces 3 piliers qui se rejoignent dans un hub, finance perso quoi. Mhm. Contenu, conseil et outils pour investir et d'avoir un peu une sorte de voilà Ce de serait une application SaaS, enfin, une vraie. Enfin, ouais, c'est déjà une ouais, c'est application, mais je veux ça, dire un truc, ouais, un vrai SaaS, un quoi. vrai truc, exactement, ouais, c'est ça, ouais, où du coup tu pourras, voilà, tu pourras acheter des actions, peut-être demain même acheter des cryptos, je sais pas, mais essayer de centraliser un peu tout ça pour faire un peu une sorte de super app de gestion de patrimoine, quoi, wealth management, comme ils disent aux US ou en Amérique du Nord. Donc voilà, c'est un peu le plan. On va voir comment ça se passe, mais on verra. On touche du bois pour toi. Tout à l'heure, tu as parlé de transparence. C'est quelque chose aussi qui revient à chaque fois, même dans ce que tu partages dans la newsletter, les chiffres, combien ça rapporte, combien est-ce qu'il y a d'abonnés payants. Euh, c- c- c'est assez intéressant, surtout dans un domaine financier où tout n'est pas forcément transparent. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ça. Déjà, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi tu partages ces chiffres-là? Ouais. Tu n'es pas obligé de le faire. Pourquoi tu le fais? Je suis pas en train de chercher en guerre sur rouge, mais je, Non, non. j'aimerais comprendre en fait ce que ça t'apporte de partager cela et aussi, tu vas nous dire après, cette redistribution parce qu'il y a une sorte de, j'ai pas très bien compris, mais je sais qu'il y a une forme de Mhm. redistribution que tu Ouais. fais. Et puis, ouais.
Ouais, bah, du coup, la partie transparence, bah, c'est comme tu as dit, c'est, vu que c'est un univers, la finance, qui a toujours été un peu critiqué sur cet aspect, on ne sait pas trop, ce qui se passe, dans ta banque, c'est toutes ces commissions, ces frais, tu sais pas trop d'où ça vient, il y a toujours ouais, voilà, il y a toujours une opacité, assez forte et du coup, quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit: «Bah, tiens, ce serait marrant d'apporter une transparence un peu radicale dans cet univers et du coup pour moi ça passait non seulement par partager moi mes investissements, donc qu'est-ce que je fais avec mon argent, tu vois, clairement et de façon transparente, mais ça passait aussi par être transparent sur la partie business. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours aimé ces entreprises, tu vois, qui partageaient vraiment les coulisses, comment ça se passe, comment ils sont en train de construire leur entreprise, un peu ce côté euh, bah, construire en public, quoi, c'est ça, tu partages un peu les difficultés, les méthodes que tu utilises, etc. Et pour moi, c'est un moyen de, tu vois, j'ai une autre newsletter qui s'appelle Behind the Curtain, où en gros, là, je partage régulièrement un peu les coulisses de Snowball, du coup. Euh, et pour moi, c'est un moyen de tenir un peu le journal de bord de Snowball, de comment je suis en train de le construire. Et pour moi, c'est un moyen de me poser, de prendre un peu de hauteur, et voilà. Et c'est aussi un moyen de créer de la confiance avec les lecteurs, avec tes abonnés, parce que du coup, tu crées un lien plus fort quand tu es transparent. Et finalement, c'est aussi un moyen de créer des opportunités, parce que du coup, quand tu es transparent, en fait, il y a des personnes qui vont se dire, ah bah tiens, tu vois, sur cette partie-là, je peux t'aider, ou ça m'intéresserait de rejoindre l'aventure Snowball parce que ça a l'air trop cool ce que tu es en train de construire. Donc il y a cette partie-là qui est cool quand tu es transparent. Et finalement, le dernier, c'est quoi? C'est cool d'inspirer les gens, que tu vois, quand tu leur partages un peu tes méthodes et tu leur dis, ah bah c'est cool, grâce à toi, j'ai pu aller un peu plus vite sur cette partie-là parce que tu l'as partagé et je sais comment ça fonctionne maintenant. Tu vois, par exemple, j'ai dû créer, enfin pour X raisons, j'ai dû créer une entreprise aux États-Unis et du coup, j'ai partagé comment je l'ai créée assez facilement. Euh, on pourra en parler si tu veux, mais donc Ouais, voilà, donc je partage plein de trucs. c'est intriguant ça. Ok, Et, on va revenir dessus. et finalement, ouais, pour la partie redistribution, en fait, quand j'ai lancé la partie payante de Snowball, donc ouais, un mois après avoir lancé la newsletter, j'ai, je me suis dit, ce serait cool d'avoir un modèle économique un peu original et qui soit lié à cet univers des finances. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ce serait marrant de distribuer un peu comme des actions. En fait, quand tu t'abonnes à Snowball, tu reçois des actions. Snowball, c'est pas des vraies actions, mais moi j'ai appelé ça les snowflakes. Hmm. Mais en Comme des gros, qui te tokens, donnent sorte de- ouais, ouais, c'est ça. Tu peux dire que c'est une forme de token aussi, et qui te donne droit du coup à des dividendes. Donc en gros, je prends 20% des profits de Snowball et je les redistribue aux abonnés quand ils veulent, quoi. En gros, il y a un petit bouton dans l'application pour les retirer, donc tu vois combien tu as accumulé et tu peux retirer. Et donc voilà, donc ça pour moi c'était aussi un moyen de créer encore plus de liens avec les abonnés, euh, et d'apporter aussi un côté fun et original à ce modèle d'abonnement. Ça te Donc coûte, voilà, non? Ça te coûte forcément quelque chose, non? bah oui, ça coûte 20% de mes revenus, quoi. Donc ouais, ça fait plusieurs. Là, tu vois, on doit être à 180 000 euros de revenus, bah tu prends 20%, ça fait ouais, 36 000 euros, tu vois, sur l'année. Donc c'est pas rien, ouais. Ok, c'est assez surprenant. D'accord. Ben, on va revenir sur l'entreprise US là. Ouais. Mais j'avais une question justement sur, toujours sur cette transparence-là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas des limites en termes de transparence? Là, tu es en train de petit à petit de switcher sur un vrai outil SaaS qui va forcément prendre davantage de parts de marché, qui va concurrencer certains tools
dans le game. Et Mmh. justement, le fait que ces informations, ces chiffres-là soient aussi transparents, est-ce que ce serait pas une façon pour toi de t'exposer stratégiquement par rapport aux autres? Parce que là, ça va quand même très loin dans la transparence. Tu donnes tout. Je sais pas si ça va continuer lorsque tu vas passer complètement sur full SaaS en disant ah ben, j'ai mis tant sur du Facebook, j'ai mis tant sur de l'acquisition. Là, forcément, tu t'exposes forcément aux requins, aux gros qui ont forcément plus de cash à investir en marketing et qui, dès lors qu'ils ont compris ce qui fonctionne, que tu as déjà bêta testé, Ouais. bah, ils vont venir te dégager, quoi. Ouais, non, c'est des vraies questions. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément la réponse. C'est plus quand je serai face au truc où je me dirais, ouais, c'est potentiellement un risque, donc à voir. Après, je pense que tu as moyen, tu vois, par exemple, tu vois, tu prends toutes les boîtes qui sont cotées en bourse, elles sont obligées de publier Ils les sont obligés, ouais. résultats, elles sont transparentes, mais elles font en sorte quand même de garder, tu vois, des flous à certains endroits pour éviter justement, bah, justement ces problèmes de concurrence. Donc je me dis que tu as quand même moyen d'être transparent jusqu'à ouais, un certain point et les sujets vraiment très critiques, etc., bah, potentiellement tu peux ne pas être transparent sur ça. Oui, c'est sûr que je vais peut-être pas. Et après, je me dis, est-ce que c'est vraiment un problème je sais pas. C'est vraiment là, c'est des questions. J'ai pas forcément de réponse et je sais qu'il y a des risques et qu'il y a des bénéfices. C'est savoir est-ce qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Donc ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il y a cette question, elle va se poser. Et même demain, si demain tu as des investisseurs, enfin j'ai des investisseurs, ils sont pas forcément d'accord que tu sois transparent sur tout. Ils ont aussi leur mot à dire et donc ça aussi, tu vois, ça peut être des freins, des frictions. Ouais, à voir. Ok. Bah, on va revenir sur ce truc d'aventure iOS là. Pourquoi est-ce que tu vas nous expliquer, mais pourquoi une entreprise aux US? Est-ce que tu vises un marché américain ou est-ce que c'est, je sais pas, du point de vue fiscal, techniquement, c'est plus intéressant? Je sais pas, c'est quoi l'approche? Et peut-être on va profiter pour que tu nous partages aussi quelques ébauches de la création de cette entreprise américaine. Les détails, bon, les gens, ils vont le Ouais, voir dans la newsletter. On va mettre les liens en description. La newsletter dédiée que tu as rédigée pour cela, ouais. on va chercher et mettre en description. Yes, carrément. Bah alors la raison, j'étais pas, enfin, je voulais pas forcément le faire au début, c'était pas forcément le but. Mais en fait, donc en gros aujourd'hui, j'ai l'entreprise américaine, mais j'ai aussi l'entreprise française. Donc en gros, l'entreprise américaine détient des parts dans l'entreprise française parce que tu vois, je te disais tout à l'heure que je dois être réglementé en France, donc c'est obligé que ce soit une entreprise Ouais, française. Donc j'ai Snowball France et Snowball US, on va US. dire, pour simplifier. Et donc la raison principale, c'est que j'ai envie de lever des fonds avec la communauté Snowball. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Fairmint. Fairmint. Je sais jamais, c'est .co, qui en gros, c'est une entreprise qui te permet de lever des fonds en continu. Tu vois, Ah, en général, c'est le truc que les VC utilisent aux États. En tout cas, je sais pas si tu connais par exemple Ilan Abe Acera. Ils ont créé une sorte de fonds avec oh, j'ai oublié comment il s'appelle. Ça s'appelle Diaspo VC. Et il expliquait ouais. justement dans une de ses newsletters que bah, leurs fonds, bah, Mhm. c'est pas comme les fonds classiques qui font 7 ans, quoi. Bah, ils lèvent Ah l'argent oui, comme ça en continu. Donc, ils définissent en continu. des sommes et chaque année, en fait, il y a de nouveaux LP qui rentrent, qui participent au round et comme ça de façon infinie. Je sais pas si c'est le même principe. Ouais, Je sais pas si c'est la même ouais, entreprise, mais non, c'est pas la même entreprise, mais c'est un principe similaire. En gros, c'est ce qu'on appelle, c'est les rolling funds. C'est en fait, tu lèves de l'argent en continu, sauf que, en fait, cette boîte, la Fairmint,
Mhm. En gros, oui, c'est ça. Imagine, voilà, tu es une start-up, tu as envie de lever des fonds. En général, quand tu lèves des fonds, tu vas faire un pré-seed, un seed, une série A, une série B, etc., etc., etc. Donc, tu vas avoir des temps forts et tu vas faire Mhm. rentrer des investisseurs pendant ces temps forts. En gros, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit, bah, c'est bête en fait d'être limité à ces temps-là. Pourquoi pas en fait rendre accessible l'investissement tout le temps. Continue, Un peu ouais. comme si tu étais coté en bourse, quoi. Mhm. Comme si tu une boîte cotée en bourse et tu peux acheter des actions tout le temps. Euh, et donc ils ont sorti ça, et sauf que c'est accessible seulement aux US. C'est des Ah, Français en fait, mais ils sont basés aux US. Et du coup, en fait, j'aime tellement ce concept en fait de pouvoir faire participer ta communauté mhm. et de faire bénéficier de ce potentiellement bon, si l'entreprise fonctionne évidemment, mais de pouvoir faire participer la communauté à cette aventure et potentiellement leur faire gagner de l'argent dans 5, 10, 15 ans, je ne sais rien. Bah voilà, je trouvais ça trop cool, et en fait je me suis dit bah vas-y, je vais ouvrir une boîte aux US. Euh, je vais avoir une succursale française pour être carré réglementairement, donc je paye mes impôts en France. Enfin là, il y a pas de notion d'essayer de fuir le fisc français, Mhm. pas du tout. C'est vraiment pour cette question de travailler avec Fairmint et de permettre à n'importe qui en France enfin n'importe qui ouais, en fait n'importe qui dans le monde pourra investir demain dans Snowball grâce à Fairmint. Ok. C'est ça. Et c'est juste du point de vue investissement, ou alors ça va au-delà de ça? Est-ce qu'il y a des droits est-ce que à part le fait d'investir, est-ce que Mhm. je sais pas si dans le cas du Fermint, on va parler aussi des LP, comment on l'appelle, des Non, limited en gros, partners, ou alors c'est juste des personnes qui mettent du cash, mais ils n'ont aucun droit de décision, quoi. ouais, ouais, t'as pas de notion de vote, etc. Donc, en effet, t'as pas cette notion-là, en tout cas pas encore. Mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place, tu vois, même de façon non officielle, Mhm. de dire, en fait, tous ceux qui sont actionnaires dans Snowball, ben, en fait, ils peuvent voter potentiellement sur certaines décisions, tu vois, qui peuvent être intéressants. Et c'est pour ça que j'aime bien l'univers des cryptos, parce que je me dis, demain, potentiellement, bah, il peut y avoir un système similaire avec cet univers de crypto où en fait tu peux avoir un token Snowball, et donc tu peux participer aux décisions de l'entreprise. Donc tu vois, de Ouais. De façon décentraliser de plus en transparente. plus en fait Snowball. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça c'est plein de trucs que j'aimerais bien explorer. Ouais. Bah, c'est hyper intéressant dans ce cadre-là, en tout cas, parce que j'avais déjà entendu parler du procédé, mais plus pour Mhm. faciliter en fait ce que les VC avaient l'habitude de faire avec des fonds classiques. Ouais. On va suivre ça forcément de près. Peut-être tu peux nous partager rapidement un petit peu les grandes lignes de création de cette entreprise US. On va mettre bien sûr les détails en commentaire. C'était quoi? C'était une LLC ou Ouais, c'est une LLC. Alors c'est hyper. Tu vois, il y a Stripe. Je pense que pas mal de gens connaissent Stripe, processeur de paiement? de paiement. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont lancé un produit qui s'appelle Stripe Atlas, qui en gros te permet de créer une entreprise aux US de n'importe où dans le monde, en gros, Mhm. ouais, en 15 minutes, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais en quelques clics. Et je crois que c'est 500 dollars, tu leur payes, tu leur donnes 500 dollars et tu as tous les papiers et tu crées ta boîte comme ça, quasiment instantanément. Donc je suis passé par eux. Et ensuite, tu Et dois ils ouvrir gèrent un tout. compte aux T'as US. rien à faire, même le compte bancaire, c'est eux qui font tout. Non, tu dois ouvrir le compte bancaire, mais du coup, je l'ai ouvert dans une banque. C'est un peu le conto américain qui s'appelle Mercury. Ah, Mercury, ouais, je Mercury. connais. C'est une banque, je crois, de New York. Ouais, c'est ça, ouais. Mercury.com. On va mettre les liens en commentaire. Ouais. Et ça Du se coup, fait j'ai à ouvert un compte distance? avec eux, et tout s'est fait à distance. Et en gros, tu signes les papiers avec DocuSign ou je sais plus trop quoi exactement. Mhm. Et voilà, t'as quasiment rien à faire, quoi. Donc c'est vraiment trop bien, et c'est hyper pratique, et tu peux ouvrir une boîte aux US de n'importe où en, en quelques jours, quoi. Super, super intéressant. Merci beaucoup, Johan, Mais de rien. pour cette transparence. C'est plus que de la transparence, j'ai envie de dire. Avant qu'on ne se sépare, Johan, est-ce que
tu aurais des ressources épiques à partager pour quelqu'un, pour ceux qui se lancent, même pour ceux qui sont avancés, deux ou trois ressources qui pourraient être intéressantes pour continuer de s'éduquer, à part la newsletter Snowball. On commence par la newsletter Snowball, bien sûr. Alors du coup, du contenu, c'est vrai que moi j'en lis tellement là, j'essaye de faire une sélection. Bah, pour les gens qui s'intéressent à l'actualité économique, plutôt macro, etc. Il y a une newsletter quotidienne qui s'appelle Mon Financier. Euh, c'est Marc Ah, Fiorentino, c'était Marc un Fiorentino, journaliste, ouais. L'ancien meilleur je sais placement. plus C'est si maintenant c'était le nouveau nom, meilleur meilleur placement. placement. Ouais, meilleur Non, placement. ouais, exactement, ouais. Donc lui, il a une newsletter hebdo qui est vraiment cool parce que du coup, ça te donne, voilà, en 3 minutes, tu l'as lu et tu as un peu une vision de qu'est-ce qui se passe dans l'univers économique, financier, c'est cool. Mhm, Euh, T'as quoi d'autre? Il y a moi j'aime beaucoup Finimize. Alors c'est en anglais là. mhm. En général c'est payant, mais là c'est du coup c'est ouais c'est éco, finance, crypto, ça touche un peu tout. Et et finalement, qu'est-ce que j'en cherche une autre qui pourrait être gratuite. Pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est tendance un peu slash nouvelle tech, slash un peu startup, t'as la newsletter de Packy McCormick, un Américain qui s'appelle Not Boring. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une entreprise ou alors une tendance, tu vois, genre le metaverse, là on en a beaucoup entendu parler, ou les NFT. Mhm. Et en fait, il va aller creuser très 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 loin dans ça. Et alors c'est souvent très long à lire, mais en gros, après, tu as une vision vraiment globale du sujet. Et je pense que c'est important quand tu es investisseur d'avoir connaissance de ces tendances, parce que du coup, ça te permet de les repérer et potentiellement d'investir dans cet univers assez tôt, quoi. Donc voilà. Yes. Pour terminer, Johan, pour toi, c'est quoi le patrimoine idéal? Le patrimoine idéal, on va dire que partons du principe que c'est le mien. Bien sûr. Du coup, je dirais que c'est un patrimoine diversifié. Donc c'est, tu vois, moi j'ai de l'IMO, immobilier, finance traditionnelle et tout ce qui est un peu plus risqué. Donc en gros, j'aime bien avoir une grosse partie de mon patrimoine en cas des trucs qui sont vraiment pas risqués. Et une petite partie, alors moi aujourd'hui, vu que je suis assez jeune, c'est une relativement grosse partie en très risqué. Euh, Parce que bah, tu te dis qu'en fait, ce patrimoine peu risqué, bah, en fait, il est là, donc c'est un peu ton matelas et c'est tes fondations, et tu sais que ça va prendre de la valeur et tu es sûr de pas tout perdre. Et le très risqué, tu as une probabilité de tout perdre qui n'est pas négligeable et il faut le prendre en compte. Mais par contre, si ça cartonne, bah, en fait, ça va vraiment booster ton portefeuille, quoi. J'aime bien ce côté, tu vois, asymétrie où en gros tu as une grosse partie en pas risqué et une petite partie en très risqué. Donc si tu perds tout, bah c'est pas trop grave. Mais par contre, si ça fait fois 100, 1000, etc., bah en fait, tu as un portefeuille qui est vachement boosté, quoi. Donc voilà. Moi j'aime bien cette stratégie-là. Merci beaucoup, Johan. Bah de rien. Et bien entendu, on va mettre tout. Ah, on n'a pas demandé à Johan, où est-ce que c'est quoi le meilleur moyen d'accéder à toi? Bien sûr, on va mettre la newsletter et tous les éléments qu'il faut. On t'écrit sur LinkedIn, je Ouais. sais pas. Ouais, LinkedIn, c'est bien. En général, je réponds toujours. Si je réponds pas, c'est que j'ai été submergé par trop de messages et il faut me relancer. Mais sinon, c'est très bien LinkedIn. Johan Parfait, Lopez, on devrait me trouver. on va mettre tous en commentaire. Merci encore, Johan, et à très vite. À bientôt.